Principalement, le dire principalement, mais on parlera beaucoup de la performance des entreprises publiques et parapubliques. Le cas de l'Office togolais des recettes a retenu notre attention. Cette boîte qui atteint très régulièrement donc ses objectifs fixés en début d'année. Le taux donné depuis quelques jours quand même a attiré notre attention. Quel secteur engrange de l'argent à l'État outre que l'OTR aujourd'hui? Je poserai la question avec confrère, ça nous permettra, n'est-ce pas, je veux dire, d'explorer d'autres aspects. Vous le verrez, on parlera aussi de la presse togolaise, surtout le média bashing. Oui, c'est un phénomène de dénigrement des médias. Si vous avez donc un envoyé, dès qu'on dénigre l'envoyeur ou l'envoyé, eh bien le message ne tient plus. Alors, média bashing. N'est-elle pas, ou n'est-ce pas une menace sérieuse, sérieuse, si vous voulez, pour la démocratie? Avec le confrère, on va revenir un petit peu sur le sujet. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM Le Main avec mes confrères en studio. Bonjour, Achaïouraï. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour à mon confrère Francisco ici présent, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci de nous avoir rejoints, ça va? Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Bonjour Francisco. Oui, bonjour cher Éric Gator, bonjour auditeurs et auditrices de l'émission La Gare. Merci d'être là. Et on va d'abord commencer par la presse. On décompte les jours finalement. Lundi dernier, ça fait 8 jours que nos confrères Loïc Lawson, Innocent Nani Soslo sont gardés depuis lundi. Lundi passé, ça fait 8 jours. Hier, ça fait 9. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que nos confrères sont dans les liens de la détention. Au-delà de tout, nous appelons à la clémence, nous appelons à leur libération. Il semble qu'il y a des couloirs qui sont explorés. On demande clairement que ce soit des boulevards qui soient empruntés pour que nos confrères regagnent les rédactions et leurs familles. Achaïbal. Nous sommes très préoccupés parce que, vous savez, la place du journaliste, ce n'est pas en prison. Un journaliste qui donne une information et se retrouve en prison, vous comprenez que c'est un peu sérieux. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'on fasse tout pour les sortir de là, qu'ils regagnent les rédactions et continuent par travailler pour la bonne marche du pays. Ils continuent toujours d'informer les citoyens parce que les citoyens ont besoin des informations, les citoyens ont besoin d'être éclairés. Les citoyens ont besoin de savoir ce qui se passe dans notre rectangle. Mais quand un journaliste va produire une information ou bien va donner une information et que cela va le restreindre beaucoup de mouvements, beaucoup de liberté, cela va l'amener à ce que on le mette en un lieu où il ne peut pas en tout cas exercer, où il ne peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Je veux parler de la collecte des informations, leur traitement, leur recoupement et tout ça, là, et pouvoir le mettre à disposition du public. Vous voyez que ça pose un sérieux problème. Vous avez dit, ce que nous demandons, c'est la clémence, qu'on les sorte de là, parce qu'aujourd'hui, même si on rentre dans le juridisme, on prend les arguments qu'il faut, mais je ne suis pas sûr que les gens vont nous écouter. Il y a une logique qui est en branle, donc on ne peut rien faire. C'est ce que je comprends. Ce n'est pas une compromission, mais ce que nous souhaitons dans l'immédiat actuellement, c'est que nos confrères sortent de là. Parce que vous savez, la prison, on ne peut pas le souhaiter pour son pire ennemi. Donc ça fait que... mais pourquoi est-ce que les cœurs sont si durs depuis 10 jours qu'on appelle à la clémence et la libération de nos confrères? Pourquoi est-ce que les cœurs sont si durs, à votre avis? Non, je vous parlais d'une logique. Ou c'est une affaire d'État finalement, parce que ça concerne un ministre de la République? Non, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une affaire d'État. Je vous parlais d'une logique. Les gens sont dans des logiques données. Vous et moi, nous sommes dans une logique contributive, dans une logique de faire évoluer la nation, de faire évoluer le Togo, de faire en sorte que le Togo soit un pays où nous tous nous allons nous sentir appartenir à ce pays. Mais les gens sont dans une autre logique. Je ne veux pas étaler ces logiques. Vous savez,
tous nous sommes des citoyens, mais tout le monde n'a pas le même cœur pour cette patrie. Donc, je ne sais pas le moment bon, quand même d'étaler certaines choses, mais nous demandons à ce qui est clémence envers nos confrères qui regagnent leur rédaction et qu'ils puissent travailler, parce que, quoi qu'on dise, nous sommes là au Togo, il y a des lois, et il y a, quoi qu'on dise aussi, le code de la presse aussi, qui contient des dispositions qui nous créent d'énormes problèmes en matière d'exercice du métier, et ça fait que quand vous êtes dans de telles situations, il y en a des malins génies qui profitent en même temps pour régler des comptes, surtout que si vous tiennent en aversion, et surtout que quand vous révélez des choses qui se trouvent être des choses gardées, ou bien quand vous révélez les cadavres qu'ils ont dans leur placard, vous comprenez que ça ne peut que susciter leur ire, et voilà, ils vont chercher par tous les moyens pour vous régler des comptes, et en même temps aussi pour aller dans une tentative d'intimidation et de dissuasion. Parce que quoi qu'on dise, nous avons parlé ici de comment les choses se sont passées au Gabon, surtout après la chute d'Ali Bongo. On est allé récupérer des milliards, vous comprenez. Et donc, si des gens se reprochent beaucoup de choses, ou bien des choses similaires, si des gens ont peur que voilà, de tels actes aussi ne puissent donner des idées à certains, vous comprenez que quand quelqu'un essaie d'avancer sur cette piste, on fera tout pour le dissuader. Voilà. Donc il y a beaucoup de logique, et donc nous, ce que nous demandons en tant que confrères, en tant que journalistes, c'est de tout faire pour que nos confrères là puissent revenir dans leur rédaction et travailler librement. Je pense que c'est ce que nous disons, et c'est cette clémence que nous implorons de la part de tous ceux qui peuvent agir pour que les choses puissent évoluer normalement. Parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion aussi, on semble présenter la presse togolaise comme celle qui n'est pas professionnelle, qui ne fait pas suffisamment de recoupement, et ça peut être aussi comparé donc à du dénigrement. Je parlais tout à l'heure de média bashing. Alors, si on en arrive là, est-ce que ce n'est pas une menace pour notre jeune démocratie, Francis Konapokora? Non, la première menace pour notre démocratie, c'est la volonté de certains de ne pas faire sortir la vérité sur les faits, et donc d'être braqués, quelle que soit la loi, ils interprètent à leur façon. En fait, ce que nous vivons ici... Parce que actuellement, vous avez deux affaires en cours au tribunal. Enfin. Oui, justement. Deux affaires. Deux affaires en cours. Oui. Puisqu'il y a l'affaire Charles Gaffin, je le dis bien, après notre condamnation par la HAC de 3 mois de suspension, le monsieur a cru bon encore de saisir le tribunal pour la même affaire et réclame 30 millions de francs CFA. Vous avez 30 millions de dommages. Je dis non, on n'en a pas présentement. Mais si jamais c'est cet argent dont il a besoin pour continuer sa vie, on va prendre des paniers sur la tête, on va marcher de Lomé à 5 pour collecter l'argent. On va le faire. Hein? Donc, il y a ça. Il y a l'affaire de la plainte de M. Gilbert Bawara, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu, par exemple, un message, sinon un courrier du ministre Bawara disant que sa plainte a été retirée, ni la DCPJ qui a promis, qui a dit faire une suite, parce que normalement, après le 25 septembre, on devait y retourner, relire la déposition, le PV, et comme il a dit, le directeur Bolenga, le commissaire Bolenga l'a dit, qu'ils devaient nous envoyer devant le procureur pour inculpation, pour, ils ont dit diffamation, et je crois dénonciation calomnieuse. D'accord? Ce que même tous ceux qui ont analysé l'article n'ont jamais vu nulle part la diffamation. Mais vous voyez, déjà lui, il a fixé son chef d'accusation. Ça qui est arrivé chez le procureur, c'est pour, disons, confirmer et nous envoyer en prison, comme ça a été le cas chez choses. Donc, quand vous voyez, on voit carrément une cartographie de ceux qui portent plainte et ça marche et qui vont jusqu'au bout. Parce que quand vous prenez
ma première plainte, d'accord, et vous prenez, disons, vous analysez, vous sentez que oui, le ministre Bawara a porté une plainte, mais derrière, il y a eu des mains qui sont passées par là. Et quand nous voyons comment le ministre de la Justice même est actif derrière les plaintes, surtout porté contre les journalistes. Oui, parce que derrière la plainte, l'autre fois, enfin, il était aussi plaignant dans l'affaire contre Ferdinand et Joël et Isidore Kourounou. Et avec le même, le duo, avec ADD, qui vient de déposer encore une nouvelle plainte. Et on voit là-dedans que finalement, le positionnement du ministre actuel de la Justice, c'est pour un clan. Actuellement, il a porté plainte aussi dans une affaire? Non, je dis ADD. Ah, ok, d'accord, oui, très bien. Oui, bien sûr. Et nous avons tous, disons, nous sommes tous mis au courant du couloir, sinon des couloirs qui ont tenté de résoudre le problème avant que ça n'arrive. On a les informations que le parti UNIR, par l'intermédiaire de son secrétaire général, M. Achole, avec certains membres, ont tenté de dissuader le ministre Adedje de ne pas porter plainte, de retirer la plainte. D'accord? Nous avons eu les informations que la ministre de la Communication également a plaidé jusqu'à la première ministre pour que, en fait, nos confrères soient relâchés. Et quand vous voyez... Et ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que la solidarité gouvernementale dont on nous parlait est en train de se branler. Donc, et puis quand vous voyez derrière, l'avocat qui tient derrière, c'est l'avocat de Madame la Première ministre lorsqu'il s'était agi d'assigner les confrères de Liberté à la justice. Ah oui. Oui, c'est aujourd'hui l'avocat principal de Adedje dans cette affaire contre Loïc Losson. On parle de Maître Gilles Benoît Afangodi. Maître Gilles Benoît Afangodi, l'ancien défenseur des droits de l'homme. Ça aussi, c'est un danger pour la corporation parce que nos amis d'hier, aujourd'hui, nous ont tourné pratiquement le dos. Donc, il faut qu'on dise la chose en toute vérité pour que les gens sachent que, par exemple, la ministre de la Communication ne voudrait pas que nos confrères aillent en prison. Et elle a managé, mais celle qui doit la protéger, comme la PM, serait du côté d'Adedje. Sinon, ah oui. Non. Attendez. C'est le couloir, c'est toutes les informations du couloir. Et ça se chante au sein du parti. Au sein du parti UNIR, on l'entend. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand vous voyez, il y a une défiance, d'accord, au sein du rang RPT UNIR, en quelque sorte. RPT n'existe pas. UNIR, d'accord, c'est comme ça. Voilà, il y a certains partis qui ont décidé et ils ont un homme de confiance aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice qui, n'est-ce pas, agit. Donc ça veut dire que peut-être que le chef de l'État n'a plus la même mise sur sa justice. Bon, de toutes les façons, enfin, non mais attendez, la justice, elle est indépendante, c'est ce qu'on nous dit. De toute façon, bonjour Isidore, merci de nous avoir rejoints. Ouais, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il va falloir clairement que on sauve l'avenir de la presse quand même, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire. Non, moi je dis que malgré les soubresauts, la presse ne va pas mourir. Hein. Ouais, elle suivra. Elle suivra. C'est un sacerdoce. Si tu veux venir à la presse, sache que bon, tu dois faire face à des sacrifices. Oui, mais j'ai écouté ton frère hier, je crois, oui, Ambrose et Joseph Gada ici. Il a dit qu'à l'allure vont les choses, un peu comme Ferdinand et Isidore Kourounou qui ont été contraints à l'exil. Ben, la presse, sinon les journalistes togolais, vont fuir le pays un à un. Non, c'est pas évident. Est-ce que c'est pas ça le danger dont on parle en réalité aujourd'hui? C'est pas un danger pour moi. C'est pas un danger. Dans la mesure où j'estime que les choses vont changer, malgré les soubresauts. Je me suis toujours attelé à ça. Et aujourd'hui, la voix porte. Et aujourd'hui, on est unanime à dire qu'il faut revoir les tests, les dispositions du code qui attendent la privation de la liberté. Nous ne disons pas que le journaliste est au-dessus des lois. Mais nous disons que la loi ne nous protège pas.
suffisamment. Comme ça protège les magistrats. Si un magistrat commet une erreur dans le cadre de sa profession, il n'est pas jeté à la prison. Non. Si un médecin, voilà. si un juge, comment dirais-je, un notaire, un architecte, ils sont protégés. C'est cela qu'on dit qu'il y a une façon de voir les choses, et ça concerne que le particulier prime sur le général. Pourquoi on ne veut pas que la loi nous protège? Qu'aujourd'hui nos confrères soient obligés d'être jetés en prison, privés de liberté, de mouvement et autres, alors qu'on pourrait les laisser rentrer chez eux et l'affaire se poursuit, on les met sous, comment le dit. Aujourd'hui, on nous renseigne que Innocent Anani Sossou est malade. On nous renseigne. Oui, c'est un renseignement que nous avons qu'il est souffrant, pour être clair. On avait alerté sur le cas en 2021 de Joël Ega, qu'il était asthmatique. Oui, asthmatique. Oui. Attention, oui. Que voilà, il faut faire. Si. Et puis après, il est sorti et voilà, il est parti. Moi, je dis que, quels que soient les reproches qu'on va faire à un journaliste, sa place n'est pas en prison. Quels que soient les reproches, sa place n'est pas en prison. Il faut qu'on s'entende sur ce minimum-là avant d'évoluer. Sinon, tout le monde sera recroquevillé et on fera de quoi? La rétention d'informations, oui, l'autocensure. L'autocensure, et le pays ira à la dérive. Oui, et c'est de cette menace aussi que des gens parlent. C'est-à-dire que quand les journalistes aujourd'hui, malgré qu'ils aient des preuves, parce que vous vous rappelez pour le cas de Ferdinand et de Joël et consorts, ils ont dit ministre, pasteur au gouvernement. Voilà. Et pourquoi le pays va comme ça? Voilà. Alors la question était, est-ce qu'ils sont ministres ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont pasteurs ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'ils sont au gouvernement ou pas? Oui. Oui. Alors est-ce que, même vous, c'est vous qui avez l'habitude de parler des indices, on peut ne pas avoir la preuve, mais avoir des indices. Des indices, oui. Mais est-ce que finalement, c'est pas le danger dont on parle? Parce que vous pouvez avoir des preuves, mais il se peut que vous ayez devant les juges et qu'ils vous disent que les preuves ne sont pas suffisantes et on vous condamne quand même. Voilà. Non, c'est possible. Non, mais pas c'est possible, c'est ce qui se fait. C'est possible, vous pouvez avoir des preuves même. Est-ce qu'il faut parler même Est-ce qu'il faut parler des preuves? L'alternative a été condamnée. Tout à fait. Le juge a dit, d'accord, vous avez des preuves, mais ces preuves ne sont pas suffisantes. Voilà. Et le journal a été condamné. Encore en mémoire. Non, vous pouvez avoir des preuves, mais encore faudrait-il que ces preuves tiennent. Vous savez. Il revient au juge de décider de ton sort. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. D'abord, l'appréciation des faits. C'est le juge. C'est lui qui qualifie. Oui. Donc, un fait banal peut être qualifié de criminel. Ah oui, ça dépend de l'angle qu'il prend et tout ça là. Or, ça ne devait pas être ainsi. Et sans oublier aussi que quand vous avez des preuves, de quelles preuves vous avez, vous savez, tout est possible. Hein, et en matière de preuves, vous pouvez beau avoir un document qui est comme une pièce à conviction. Si devant le juge on dit que le document là est un faux, comment vous allez dire? Non, mais au-delà de ça, vous pouvez avoir le document probant. Oui. Et peut-être qu'il serait taxé de estampillé confidentiel. Si vous l'avez, on va dire que mais vous avez recel d'informations. Ça serait dit. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des astuces pour pouvoir vraiment dévaloriser ce que vous avez comme preuve et tout ça là. Je me rappelle, il y a un document aussi comme ça qui a quitté Genève. Vous comprenez? Oui. Arrivé dans un pays, on a mis le cachet confidentiel sur le document. Heureusement que le journaliste avait une copie du document qui a quitté Genève. Donc, pas celui sur lequel on a mis le sceau confidentiel. Bon, arrivé dans ce pays, il y a le sceau confidentiel sur le document, mais ce que le journaliste tenait, il n'y a pas de sceau confidentiel. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand le journaliste justement, quand le journaliste a commencé par se défendre, mais il a dit, mais le document que vous avez est venu d'ailleurs. Quand ça quittait là-bas, ce n'était pas confidentiel.
Vous comprenez ce Oui, que bien je sûr, veux dire, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui a fait que le journaliste a pu se tirer d'affaire. Sinon, c'est au Togo? non, je ne parle pas du Togo. D'accord. Sinon, ça aurait été une autre, Mais ça aurait été une autre affaire. Vous comprenez? Je voulais ajouter quelque chose. Donc, Allez-y rapidement par rapport à Cela Francisco. ne doit pas nous émousser dans nos affaires. Oui, mais attendez, il y a une grande peur, enfin, cette vague de peur Je aujourd'hui n'en disconviens pas. qui souffle sur quand même le travail là que Je nous n'en faisons. disconviens pas. Je m'adonne pour preuve. Celui qui avait révélé FIFA Gate. FIFA Gate. Oui, si. Mais il a été emprisonné. Exact. Après, on s'est rendu compte que non, il a raison. C'est ça la responsabilité sociale du journaliste. Il faut l'assumer. Donc, oui, au péril de ta vie. Ah ouais, si. C'est ça notre sacerdoce. Oui. Non, il a dit. Moi, je pense que, en tout cas, en principe, je dis que je pense que c'est les derniers journalistes qui sont allés en prison, ça. Vous êtes sûr? Ah oui. C'est les derniers journalistes qui sont allés. D'abord, cela nous rappelle à la solidarité. Qui manque tant. Que tout le monde peut désormais aller en prison au Togo. Oui, bien sûr, ça on le sait depuis. Hein. Oui. Depuis qu'on a arrêté Patrick Singh, on savait que tout le monde devait être emprisonné. Non. Il y a des gens qui pensent toujours qu'ils sont des affranchis. Ah non? Ah oui. Ah oui, non, il y a des gens. Parce que quand ils continuent, ceux qui mettent les gens en prison aujourd'hui, on a dit que c'est parce qu'il y a eu cambriolage. Que les gens ne sont pas à mesure eux-mêmes de donner le montant qu'on leur a volé. C'est extrêmement grave. Même pour la justice de ne pas aller chercher à savoir et d'éclairer l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'étape il s'agit d'une affaire. Il s'agit d'une affaire d'opinion publique. Ce n'est plus une affaire d'un ministre, c'est une affaire d'opinion publique. Tant qu'ils ne reviennent pas pour dire aux gens, voilà, ils sont toujours impactés. Maintenant, quand vous dites que, comment vous l'appelez, est-ce qu'il faut se résigner? On évite certaines choses, mais on ne va pas se résigner. Aujourd'hui, même de l'intérieur, moi, ce matin, j'ai reçu des messages des confrères de l'intérieur que pourquoi on ne fait même pas de journée presse morte. Ah oui. Non, vous savez que ça ne réussira pas. Ah oui, mais je dis. On est d'accord? Ce qui est en train de se passer. On est d'accord, non? Pourquoi ça marchait avant et aujourd'hui? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tant que on est là, vivant, on est même au sein du système, on doit savoir qu'il y a des factions aujourd'hui qui se regardent en chaîne de faïence. Et que tant que là où tu es, quand ça balance, quand tu y vas, personne ne volera à ton secours. Il n'y a que les confrères qui vont faire le nécessaire. Mais Acha Ibrahim l'a dit, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus une question de justice. Moi, je le dis, dans un pays comme le nôtre, ce ne sont pas les tests, la connaissance des tests qui sauvent. C'est soi-même la prudence, d'accord? Parce que quel que soit ce que tu feras, si c'est bien, si on veut interpréter, on l'interprétera. La preuve, on a mis dans le chef d'accusation incitation à la révolte. Oui. En quoi le message des confrères incite à la violence? Et c'est ça même qui a fait qu'on a pu les garder, parce que s'il ne s'agit que de délit de presse ou dénonciation calomnieuse, comme on l'a dit, diffamation, on ne peut pas envoyer comme ça des gens en prison. C'est pas évident. Je suis désolé. Donc, attendez. Les gens ont cherché à aggraver la chose, donc ils ont tous enchaîné les chefs d'accusation. Alors, je voulais qu'on aille rapidement. Il y a quelques messages des auditeurs, si vous permettez rapidement. Il y a un auteur qui nous dit non. Pourquoi Francisco fait ça? Il parle des informations de couloir et il utilise le conditionnel, mais ça ne l'empêche pas d'exposer certaines personnes à la vindicte populaire. Soyons sages, s'il nous plaît. Non, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point et c'est son avis que nous respectons. Un autre auditeur le conditionnel, ça protège pas la presse. Ça ne protège pas. Il n'a qu'à savoir que dès lors que on évoque même le conditionnel écrit, ça ne te protège pas. Donc je sais de quoi je parle, parce que les gens ont fait les couloirs, les gens ont fait la diplomatie, même jusqu'à ce que nos confrères, comme vous le dites, que les gens disent qu'on ne fait pas suffisamment de recoupement. J'ai dit non, c'est qu'il y a des choses qu'on se refuse de dire. Et quand on est journaliste, je préfère au Togo, dans le cadre
contextuelle du Togo, tel qu'on se connaît, même de m'agenouiller pour demander pardon, au lieu de tenir que j'ai mes preuves et de les livrer. Ceux qui pensent, parce que vous savez, quand les Ferdinand étaient sortis de prison, ils ont fait leur émission de mea culpa en demandant pardon. Moi, j'ai eu des appels des États-Unis, de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des traites. J'ai dit, hey, faites attention. Seuls eux, ils ont su ce qu'ils ont vécu pendant les quelques jours de prison. Et quel était le soutien du public? Le soutien du public, ça veut dire ceux qui disent, oui, les journalistes doivent aller et qu'on fait. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis que je suis devant Charles Gaffan, je suis à la justice tous les jours. Qui m'a une fois envoyé un crédit de 100 francs. Isidore aussi. À un procès. Oui, non, mais les gens disent oui, allez-y. C'est vous, comme si nous, on est des trains de 10 000 tonnes. Non. Donc que les gens sachent que les Ferdinand sortant, ils ont demandé pardon. Mais après, ils sont où? Ils sont en exil. Si nos amis n'avaient pas demandé pardon, on n'allait pas jauger, disons, le cœur des gens. Aujourd'hui, ils ont essayé de revenir sur l'information, pas forcément parce qu'ils ne détiennent pas les preuves. Ils peuvent détenir des preuves, mais des preuves amenant aux sources peuvent être plus graves pour eux et pour d'autres personnes. Donc que les auditeurs le sachent, les journalistes togolais ne sont pas des menteurs, les journalistes togolais ne sont pas des gens qui ne font pas beaucoup de recoupements. Soit on refuse de publier, et vous allez nous prendre encore que vous nous avez confié des affaires qu'on n'a pas publiées. Et vous-même, quand on vous demande même des preuves, vous hésitez à les donner. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, il y a un auditeur qui nous dit, pourquoi on appelle à la clémence de ministre? Est-ce qu'il y a eu vol? Pourquoi le procureur ne réagit pas? Depuis, j'ai réfléchi, je ne comprends pas. Et ici, demain, une autorité saisit le BRI et on envoie vos confrères en prison. Alors, on va encore demander la clémence. Pourquoi on agit à l'envers dans ce pays? Je pense que vous avez répondu à peu près à cette réaction de l'auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, pourquoi depuis que les journalistes sont jetés en prison, le ministre n'arrive toujours pas à nous donner le montant exact qu'on lui a volé? Peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau. Bon, tout à l'heure, on va évoquer un sujet sur le terme. Il y a un auditeur qui a déjà envoyé un sujet, sa réaction sur le sujet de l'autre parce qu'il a écouté donc dans le titre. On va y revenir. Donc, juste un mot, puis on passe à notre sujet. Non, moi, j'ai dit à tous ceux qui poussent à DJ à poursuivre sa plainte que non, il va gagner le procès en bonne et due forme, sans aucune pression quelconque, mais il ne va jamais gagner la bataille de l'opinion. De l'opinion, ça c'est fini. Et il va perdre les plumes. Bien sûr. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Dans ça. Monsieur, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, dans ce genre de circonstances, il ne faut pas seulement que les journalistes et ceux qui viennent, disons, caresser les gens dans le sens des poils. Il faut des psychologues pour accompagner ce genre de personnalité. Parce que ça peut aussi faire éviter beaucoup de choses. Parce qu'il a dit, il ne gagnera jamais la bataille de l'opinion. Un. De deux, il va perdre les plumes. Quel qu'en soit. Et quel qu'en soit le cas, il va perdre les plumes. Il a déjà perdu. Oui. Donc, autant faire aussi, disons, profil bas. Parce qu'on sait, on lit certaines choses qui circulent sur les réseaux sociaux. On sait que c'est des camps. Bon, les camps peut-être autour de lui. Non, les camps. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a deux camps qui s'affrontent. Même dans les couloirs. Vous allez voir des gens. Non, c'est vrai. Oui, deux camps qui s'affrontent, même dans les couloirs. Je dis, vous voyez, même les écrits qui passent, on sait à peu près de quel camp cet écrit vient. Quand un écrit vient, on accuse par exemple indirectement un certain patron de l'OTR, d'accord, qui serait mentor de quelqu'un qui veut financer. Mais c'est la lutte des clans. Maintenant, c'est des gens qui ne vont jamais, même dans leur plume, même dans les débats, ils ne vont jamais parler de cette affaire. Mais ils travaillent en coulisses. Non, ça on connaît. Et donc, ce qui est sûr que cette bataille de l'opinion, il a gagné et il a perdu. C'est pourquoi les gens demandent que oui, on attend que le ministre veut pardonner et choses. Si c'est pardonné là, c'est pas aujourd'hui, c'est bien avant. D'accord, très bien. En tout cas, de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être moins aussi,
la presse, le journalisme au Togo va survivre? Absolument. Les journalistes vont toujours continuer par travailler et les lois aussi, je pense que nous ferons un effort pour que les lois s'adaptent aussi à l'évolution normale de nos sociétés, parce que le Togo se dit un État moderne, nous allons vers la modernité. Il ne serait pas bien quand même qu'on aille vers la modernité avec des lois qui en tout cas qui ne riment pas avec les principes les plus élémentaires en matière de démocratie. Parce que quand on enferme un journaliste, ce n'est pas une bonne presse pour le Togo. L'image du Togo. Actuellement, c'est la bataille du gouvernement. Bien évidemment. N'est-ce pas, de polir à peu près l'image du Togo. Et là, un journaliste... Non, pas de polir l'image du Togo, mais de hisser le Togo dans le concept des pays fréquentables au point de vue démocratique, au point de vue droit de l'homme et tout ça là. Donc c'est un travail qui doit être fait en interne pour que le Togo puisse aussi tutoyer les pays qui sont présentés aujourd'hui comme des modèles en matière de démocratie et tout ça là. Donc c'est un travail qui doit être fait. Et dans le travail là, je pense que le chantier qui revient, c'est de tout faire pour que nos lois, le code de la presse et de la communication puisse aussi être un code qui soit dépénalisé, totalement dépénalisé, qui n'envoie pas le journaliste en prison. Et au même moment aussi, les organisations de presse aussi doivent continuer leur plaidoyer au niveau des autorités pour que les choses marchent. Parce que quand je vois les chefs de l'État aujourd'hui aller de pays en pays, de courir vers les forats, il y a l'organisation du forum ici sur le financement et tout ça, là. Les investisseurs, ce que nous appelons la finance internationale, là, ils ne viennent pas dans les pays où on emprisonne les journalistes. Donc on doit aussi mettre ça à la tête, travailler en conséquence pour que l'environnement médiatique soit vraiment assez. Il y a un auditeur qui nous dit non, pourquoi vous les journalistes vous ne pouvez pas organiser un sitting devant la justice pour demander la libération de vos confrères? Aucune solidarité dans votre corporation. Combien de journalistes monsieur le président a envoyé déjà en prison chaque fois? Le président est critiqué, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit le troisième pouvoir qui est la presse, c'est le quatrième, je pense. Oui, bon, voilà. C'est critiquable de toute façon. Non, moi je parle de contre-pouvoir. Voilà, bon, enfin. De toute façon, c'est ce qu'il écrit. De la presse est en train d'être réduit donc au silence ou juste à la communication. S'il vous plaît, monsieur le ministre, pasteur, libérez les journalistes. Il a raison, si c'est retirant simplement la plainte. Il y a un proverbe africain qui nous dit: quand on a raison, on ne danse pas avec le couteau à la main. Nous vous demandons donc pour une fois d'être humaniste, donc pour une journée unanime, parlant de la presse, pour une journée sans presse, ce qui n'arrivera pas. Il faut arrêter de rêver à peu près. Voilà. On va parler d'un autre sujet très rapidement et je voudrais convoquer donc la performance des entreprises publiques et parapubliques. Et pour une fois, on va commencer le débat avec une réaction plutôt d'un auditeur. Il dit ceci: l'OTR est une machine à étouffer les entreprises, les petites entreprises, pour s'enrichir et remplir les caisses les caisses de l'État. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à créer d'entreprises à cause des taxes. Même au Rwanda, où ils se sont basés pour créer l'OTR, ça ne se passe pas comme ça. J'y étais. Ici, ils atteignent vite leur objectif, mais derrière, ce sont des petites et moyennes entreprises qui ferment. Tout l'argent qu'ils nous prennent ne part pas dans les caisses de l'État. Le ministre à la une était donc le commissaire général de l'OTR. C'est ce qu'il a écrit. Alors, je voudrais rappeler que l'OTR a récemment communiqué quand même sur les fonds qui sont déjà mobilisés pour l'exercice qui est en cours. L'OTR, par exemple, le confrère Ecofinance l'a écrit cette semaine, l'OTR a mobilisé 792 milliards de francs CFA à la fin septembre 2021, alors soit un taux de réalisation de 79,97%. Alors, on n'a pas encore les chiffres de ces derniers mois, et on comprend quand même que c'est énorme. Ce taux de réalisation à quelques semaines quand même de la fin de l'année. Et chaque année, quand même, l'OTR arrive quand même à remplir son objectif, lui. Mais il faut l'applaudir.
Henri Je vais commencer par vous, Francisco. C'est Henri ou pleurer. Et puis, vous savez, si vous remontez à l'un de nos articles de 2022, de mai 2022, nous avons écrit sur faire un grand plan sur l'OTR et le fonctionnement, ou même nous avons défié la maxime une belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est le contraire au niveau de nos régies publiques. Oui. Puisque, en fait, le commerce togolais donne suffisamment, même plus. C'est ce qui est déclaré. Oui. Ce qui va se retrouver peut-être dans les grands domaines et autres, c'est là, qui passe à côté du trésor public. Et plus que, sinon, disons, est là. On ne peut pas le quantifier parce que c'est beaucoup d'argent aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez suivi, par exemple, la dernière élection à internationale des douanes, l'OMD, il a été reproché au Togo de faire la pression fiscale. Même les pays voisins n'ont pas voté le Togo parce que pour eux, le Togo n'est pas un pays modèle en termes de fiscalité et de douane. Qu'on fait la taxation excessive. Peut-être c'est la Guinée-Bissau qui nous a voté. Sinon, les pays voisins, ils ont refusé. Donc, eux aussi, ils sentent ce qui fait au Togo. Nous sommes dans la pression fiscale. Nous sommes dans la pression énorme fiscale. Mais vous voyez les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas évoluer. Les gens ont juste fait la déclaration d'entreprise. Il n'y a aucun accompagnement. Donc, je connais un ami qui, chaque année, il crée une entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il fonctionne et il sait qu'il va être contraint de payer. Et puis, il ferme cette entreprise-là et on crée une autre. C'est mauvais, parce qu'après, ça va le rattraper aussi. Oui, bien sûr. Ça va le rattraper, parce que moi, j'ai déjà fait un petit sondage sur le phénomène où vous pouvez trouver une seule personne qui a une vingtaine d'entreprises. En son nom, c'est déjà rassemblé. Donc, le temps viendra où on va les appeler un à un de faire le bilan de tout, même s'il n'a jamais déposé le bilan. Et là, il peut aller en prison. Donc, moi, je dis autant ceux qui le font en prenant même les identités des petits frères, même des boniches, et tout le monde de la maison, même l'enfant qui n'est pas encore né, ou celui qui est déjà mort, d'aller créer une entreprise en son nom, il se fait du mal, et il fait du mal à sa progéniture. Donc, autant créer, s'il y a pression fiscale, et on vous ferme, on ne vous mettra pas en prison. D'accord? Enfin, jusque-là, pour combien? Vous n'êtes pas une entreprise qui lève de grands fonds, de grands projets et autres qu'on va vous dire non, donc on vous le casse, vous ne pouvez pas payer, vous signifiez à l'office que je ne peux pas payer. Si l'activité ne marche pas, pourquoi créer une entreprise si ça ne marche pas? Si vous n'avez pas un projet futuriste à terme. Donc quand vous n'avez pas un projet aussi comme ça, ne courez pas parce qu'on dit créer l'entreprise, les gens créent. Il faut créer parce qu'il y a de la valeur, parce qu'il y a des choses comme... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut peut-être reprocher à l'ETR la pression fiscale aujourd'hui, et déjà le premier auditeur qui nous renseigne quand même sur ce phénomène, mais au-delà de ça, parce que le débat n'est pas forcément là-dessus, et là, OTR, qu'il fait de la pression fiscale ou pas, il arrive quand même à remplir l'objectif qui lui a été assigné au début. Mais combien sont-elles ces entreprises de l'État qui, à la fin, nous disent qu'ils ont apporté tel nombre de sous à la fin de l'année dans l'assiette de l'État, Isidore? Non, il faut interroger ou convoquer la loi de finances. C'est ça. Et vous verrez tous ces éléments là-dedans. Mais ça ne représente pas grand-chose. Quand vous voyez la contribution d'une entreprise comme SNPT, on a eu des rapports qui est insignifiant, mais on se pose beaucoup de questions. Alors qu'au temps des années 80, l'OTP représentait à elle seule, cette entreprise, 40% du PIB. Aujourd'hui, c'est des miettes. Bon, bref,
je voulais revenir sur ta question. Oui, la pression fiscale, elle est monstre. Elle est monstre. Et on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Si on continue de cette manière, les gens vont fermer portes. Et je ne sais où ils vont encore trouver les ressources pour pouvoir alimenter les recettes. C'est ça le danger qui pointe à l'horizon. Oui. Mais l'auteur va dire que non, nous sommes dans un régime déclaratif, que c'est vous-même qui avez donné fait la déclaration de vos résultats d'exploitation et les impôts à vous prélever. C'est ça le paradoxe togolais. L'auteur peut se frotter les mains et dire que non, l'autre ne poursuit personne, puisque c'est vous-même qui allez déclarer vos recettes. Mais maintenant, c'est là que pour les percevoir. Mais le danger ou le hic que moi je trouve, c'est au niveau des recouvrements d'impôts. Comment un agent d'État qui a son salaire a encore des primes sur le recouvrement? Ils ont des primes? Ils ont des primes sur le recouvrement. Non. Vas-y chercher. Je sais de quoi je parle. Ils ont des primes sur le recouvrement. C'est pourquoi ils sont toujours derrière, même les vendeuses de Djouk, les vendeuses d'Akassan et autres là, non, pour payer quelque chose. C'est une image. C'est une image. Voilà. Les vendeuses d'Akassan ne peuvent pas quand même. Les couturières, les tresseuses. Vous savez, il y a une situation aux États-Unis, par exemple, pour l'exemple que je connais le mieux. Les policiers, quand ils arrêtent des gens et consorts, ils ont des primes. Bon, d'accord. Cela ne tienne. D'accord. Mais je trouve indécent qu'un agent de l'OTR, un collecteur d'impôts, puisse avoir des primes sur... Primes incitatives. Sur les recouvrements. Alors là, c'est le contribuable qui est sacrifié. Alors, aujourd'hui, il y a la contribution des sociétés publiques ou parapubliques donc, au budget de l'État pointe le nez par rapport aux prouesses de l'OTR, parce que c'est la seule entreprise chaque année qui communique quand même sur sa contribution quand même au budget de l'État. Atia Ibrahim. Non, mais l'OTR a un objectif à atteindre. Et c'est pourquoi de temps en temps, cette institution vient communiquer par rapport... Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'OTR, donc par ricochet aux populations? Parce que tout à l'heure, le confrère parle de pression fiscale. Évidemment, il y a la pression fiscale. Et à l'OTR, eux-mêmes, ils savent. Tous les commis de l'OTR savent qu'il y a une pression fiscale. Ils le savent. Ce n'est pas que c'est, en tout cas, l'opinion des investisseurs ou bien des opérateurs. Non, ils savent que vraiment, il y a une pression. Et depuis un certain temps, selon les informations qui nous parviennent, c'est qu'il y a un travail qui est amorcé au niveau de l'OTR. Donc, il n'y a plus totalement cette fermeture des unités ou bien des entreprises ou bien des sociétés. Il y a quand même cette je ne vais pas parler de facilité, mais cette possibilité de négociation pour échelonner ce que vous avez à payer. Donc ça, déjà, c'est déjà des ouvertures pour amener les entreprises à ne pas totalement mettre la clé sous paillasson, mais à discuter avec l'institution, la régie, et voir comment on peut quand même, comment ils peuvent s'entendre pour que avec le temps, les gens arrivent quand même à payer ce qu'ils doivent. Parce que les impôts, quoi qu'on dise, c'est important pour la société, c'est important pour le pays. Les pays roulent sur les recettes fiscales. Ça, c'est très indispensable. Et si vous prenez un exemple... C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit que l'OTR fait de la pression fiscale, c'est parce que l'État a besoin d'argent. Bien évidemment. Et l'État dit, eh ben, il faut que vous nous sortez ça. Tout à fait. Et il y a aussi un aspect que je voulais évoquer. Allez-y. Je pense que quand on dit aujourd'hui que l'OTR a atteint ses objectifs à 79%. N'oubliez pas qu'aussi, entre-temps aussi, il y a des taxes. L'assiette fiscale aussi s'est agrandie. Oui, ça s'élargit. Ça s'élargit. D'année en année. D'année en année. Parce qu'avant, nous ne payons pas, par exemple, la TVM.
C'est un exemple que je donne. Oui. Mais aujourd'hui, vous savez que vous devez payer ça. Et ça fait que quand nous prenons un peu ce que nous avons comme, comment on l'appelle, parc automobile, c'est énorme. Au-delà de ça, il y a aussi des couches socio-professionnelles qui étaient déjà prises en compte aujourd'hui. Oui. On élargit. On élargit, bien évidemment. C'est ça. Bien élargi. C'est ça la pression fiscale même. Oui. Et Donc, maintenant, on ne peut pas... Et ça aussi, ça fait partie de ce que nous appelons les réformes. Parce que quand on parle de réformes, acceptons aussi... Et le prix non, pas ça. Quand on parle des réformes, acceptons aussi faire des sacrifices, parce qu'il y a des sacrifices dans les réformes. Quand nous disons, allons vers la formalisation de nos structures, quand vous formalisez, automatiquement, vous devez payer les impôts. Mais quand nous étions dans l'informel, bon, chacun s'est débrouillé comme il se doit, mais c'est des choses aussi, des manques à gagner pour l'État. Donc aujourd'hui, que nous nous formalisons, acceptons aussi de payer les choses, le prix. Mais cela doit se faire aussi dans quoi? Dans une certaine entente. Parce que, quoi qu'on dise, aucun Togolais ne peut refuser contribuer à la construction de toute façon, personne n'a jamais applaudi la douane. Hein, non, ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Dans l'histoire et ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais l'accompagnement dont nous parlons, il faut qu'on nous accompagne suffisamment. C'est ce que nous disons. Parce que vous avez le sentiment que quand certains viennent, puisque nous sommes dans une logique de partenariat public-privé, quand certains viennent, ils peuvent créer leurs entreprises, avoir des pans de l'économie togolaise qui vont prendre et l'exploiter et exporter les bénéfices. Mais pendant ce temps, nous, les nationaux, est-ce qu'on nous donne cette possibilité d'aller vers cette approche? Ibrahim, la plupart de ces entreprises-là sont dans la truc là, zone franche. Là, vous êtes exonéré de certaines taxes. Et c'est ce qu'ils font. Il y a de grosses entreprises ici, dont je tais le nom, mais elles sont dans les zones franches. Exonérées des taxes. Et donc, c'est difficile pour les nationaux de les concurrencer. Parce qu'ils ont... Je dis qu'il y a des nationaux aussi qui sont implantés dans la zone franche. Bon, d'accord. De grosses structures, dont j'étais ici le nom. D'accord. Je peux vous le dire en offre. D'accord. Maintenant, on ne dit pas que la pression fiscale est une mauvaise chose. Allez aux États-Unis, la pression fiscale est là. Allez en Suisse, en Allemagne, qu'en appelle-t-on, au Canada, mais la pression fiscale là, mais on a la contrepartie de cette pression fiscale qu'on voit dans les rues. Ici, on ne les voit pas. Voilà. Cette pression fiscale se retrouve dans la poche de certaines personnes. C'est ça le hic. Bon, Francisco. Ça a une frustration. Vous voyez, il y a, par exemple, pour les recettes fiscales, je crois, depuis l'année dernière, il y a beaucoup les réformes au niveau du foncier qui font que les gens immatriculent. Bon, ça a contribué un peu, disons, à élever les choses. Mais je dis, Gabriel a quitté il y a combien d'années? Il faisait à peine 300 millions. Maintenant, quand les nôtres vont aller jusqu'à au-delà de 700 millions, 800 millions, c'est qu'il y a un problème. Donc la pression fiscale est énorme. Et vous avez parlé, par exemple, de primes. Oui, il y a des primes qu'on a, les bonus qu'on accorde. À l'OTR, c'est insignifiant, surtout pour les agents de terrain. Okay. Ils passent à côté, bon, ils négocient, prennent leur part avant d'envoyer le reste. Ceux qui sont dans le bureau sont plus avantageux que ceux qui sont sur le terrain. Les grands sont mieux rémunérés que les petits en matière de bonus. Même là où c'est grave, c'est au ministère des Finances. Eux, ils sont assis. Ils ne créent rien. Même le ministre des Finances, tu ne vois pas un discours qui va vers la création de la valeur. Mais ils ont des primes trimestrielles énormes, plus que les gens de l'OTR. Puisque nous, on a un dossier là-dessus. Okay. Ils ont des primes énormes, c'est-à-dire les fonctionnaires du ministère de la fonction publique. Ils sont des spéciaux. Leur prime est... Non, pas fonction publique. Du ministère, du ministère de l'économie et des finances. Ça s'explique. Ils avaient dit que par rapport à la tentation à la corruption, il fallait quand même... Ils gèrent beaucoup les papiers. Pas les papiers. Attendez. Et ceux qui les agents de l'OTR qui sont plus exposés à la corruption. Qui sont plus exposés, qui vont sur le terrain. Ceux du ministère des Finances, c'est des gros sous. Vous avez parlé des sociétés... La dette intérieure. Des sociétés d'État. Oui. Il a parlé de l'OTP qui, il y a quelques années, on disait le poumon de l'économie nationale. Le port fut également le poumon de l'économie nationale jusqu'à la privatisation en 2002.
où la participation du port, parce qu'on a remis le port dans les mains des étrangers, et ce que ça donne, on a vu, ils ont détourné beaucoup d'argent en partie. Ils créent des sociétés écrans pour rapatrier de l'argent. Mais vous avez vu, depuis 2002, il n'y a que la dernière fois que le Togo a pu. Ils ont retiré 25% de ses actions au niveau de Bolloré, qui fait qu'aujourd'hui, je crois, le Togo a 30%. Maintenant, les 25%, à qui ça profitait depuis des années? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la question, oui, bien sûr. Oui, maintenant, vous prenez par exemple une société comme Sotoko, ou Société Nouvelle. Voilà. Oui, c'est notre grande une. SLTC. C'est notre grande une pour la semaine prochaine. Mais cette société, par exemple, reçoit des subventions de l'État. En parlant, c'est-à-dire que privatiser même cette année a reçu déjà 6 milliards. Quoi? Oui, de l'État pour subvention. Mais cette société qui reçoit des subventions et licencie des agents. C'est inconcevable. Et puis, quand vous voyez, ils disent tel tonnage nous allons faire. Ils n'arrivent jamais. Quand ils ne font pas le tonnage, ils doivent retourner l'argent à l'État. C'est comme l'État finance les pertes de ces sociétés. Donc, le pétrole dans le budget, parce que c'est aussi un problème au niveau des prix, au niveau de la structure des prix. Qu'est-ce qui va dans les caisses de l'État? À quel niveau du budget on doit le voir? On ne voit pas. Vous savez, le budget, quand on va voter ou quand on vote, là, c'est compliqué pour la presse d'avoir la totalité du budget étudié. C'est très compliqué. Je dis, on a que souvent les résumés. Je dis, même l'année dernière, nous avons couru, sinon depuis 2 ans, on a couru derrière les recettes non fiscales. La contribution des sociétés d'État. Il y a une autre qui pose la question. Il n'y a pas ça. L'OTR n'a qu'à nous dire combien les entreprises publiques ont contribué. Les entreprises minières, les entreprises étrangères, taxes sur les titres fonciers. C'est toujours comme ça. On a enlevé ce feuillet-là du budget de l'année dernière. Nous l'avons cherché. Nous n'avons pas trouvé. On s'est adressé aux députés. Que bon, nous, si vous nous donnez le projet de budget qui est envoyé à vous, mais nous, on va l'étudier. Nous, quand même, on a quand même, disons, un cran d'économistes. On va l'étudier et vous donner de la matière. Il y a par exemple le député Ouro, Apo, qui le faisait. Oui, quand il était député à l'Assemblée. Quand il reçoit le projet, il sollicite les économistes. Oui, c'est ce qui est normal. Un député doit avoir un cabinet. Et ça lui permet avec des experts. Et c'est du bénévolat. Ça lui permet d'être pertinent. Et il était comme pertinent. ça, il était pertinent. Vous voyez, prenez les hôtels d'État. C'est les pauvres hôtels qui sont à la disposition du ministère du tourisme. Les grands hôtels comme Ibis, comme Sarakawa sont dans les mains de quelqu'un qui gère. Où est-ce qu'on dit les recettes non fiscales de ces hôtels dans on va revenir sur le sujet. Puisqu'il est 12h sur la radio, on marque une pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information. Merci de nous écouter sur la radio. J'ai un Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information. On aborde beaucoup de sujets. On est en train de parler de l'économie du Togo, en quelque sorte, surtout les recettes fiscales et non fiscales sorties par Francisco Napo-Koura. Il y a un auditeur qui nous dit ceci: payer les impôts est un devoir citoyen et les Togolais le savent. Mais je crois que l'OTR est en train de nous presser comme du citron qui n'a même plus de jus. C'est tellement difficile de faire vivre son entreprise actuellement. On vous vend une atmosphère de création, des entreprises assez assainies, mais les entreprises ne survivent pas. Les jeunes ont leur carte d'opérateur économique en poche, mais sur le terrain, ils ont trouvé des boutiques fermées. Les compagnies comme Total et autres apportent combien à l'OTR? Il faut communiquer autour de cela, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit ceci, voilà. Bon, d'accord, très bien, je pense qu'on a compris. C'est vous qui avez la parole, mais je peux la donner à Isidore maintenant, sur cette question. Non, en fait, vous savez, toucher du doigt un aspect, les multinationales. Quelle est leur contribution à l'économie nationale? Oui. On ne la sent pas. On ne la sent.
on ne voit pas leur contribution. Ces sujets-là, en réalité, les citoyens doivent savoir. C'est pas un truc attaché, c'est ça? En principe, oui. Mais est-ce que tel est le cas? Les conseils d'administration. Puisque les députés, eux, ils savent, parce qu'ils ont des documents. Chaque année, ils ont des documents sur lesquels ils travaillent. Est-ce que ce n'est pas aussi de leur responsabilité d'informer leur base? Est-ce qu'ils sont outillés à analyser? Je ne veux pas dire, comme quelqu'un nous a dit que nous n'avons pas la capacité de lire un rapport. Bon, est-ce qu'ils ont cette capacité? Certains l'ont, mais la plupart ne l'ont pas. Ils ont le document, ils gardent ça. Comme des bijoux. Et ils attendent. Il y a 3 types de citoyens à peu près. Il y en a qui ont le document, qui ne lisent pas. Oui. Il y en a qui lisent et ne comprennent pas. Et bon, enfin, il y a des gens qui lisent et qui comprennent. Qui comprennent, mais est-ce que ceux qui comprennent ont la voix? Est-ce que ceux qui comprennent ont voix au chapitre? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je me dis, la pression fiscale, certes, mais quelle est sa contrepartie? À quoi ça sert? C'est ça l'important. Aujourd'hui, les gens sont blasés, les gens sont rechignent à payer leurs impôts et taxes parce qu'ils ne voient pas leur... Mais écoutez, vous payez l'impôt, il y a l'insalubrité totale. L'environnement n'est pas sain. Il n'y a pas l'électricité publique. Il n'y a pas même l'eau. Aujourd'hui, il faut se réveiller très tôt pour avoir l'eau du robinet. Et les puits que nos mamans ou nos papas ont installés, aujourd'hui, il faut avoir comme un permis avant d'aller faire dans ton puits. Mais écoutez, qu'est-ce que ça, vous avez c'est encore de la pression fiscale. Okay. La fois dernière, quelqu'un me dit, mais je vais faire une construction. Mais pour avoir un puits, faudrait-il aller où pour avoir l'autorisation? Dire, vas-y, viens, fais ça, qu'on vient t'arrêter. Je sais que c'est pas bon, mais fais ça. C'est vous qui avez dit ça? Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit. Parce que. Mais c'est pas bien. Vous ne devrez pas. Non, vous ne devrez pas. Vous devrez l'envoyer au service. Vers les structures. Et les structures, qu'est-ce que l'apport des structures? Est-ce qu'ils vont analyser l'eau? La qualité de l'eau? Non, ça se fera. Ou bien, Ça se fera. ça se fera. Oui. Ah bon? Il y aura un prélèvement. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez parlé des multinationales. Oui. Il y a beaucoup qui fonctionnent sur, disons, les accords coloniaux. Ouais. Oui. Qui ne payent pas les impôts ici sur le territoire. Donc, ils payent les impôts vers la métropole. Maintenant, il y en a qui sont gérés de façon à ne pas faire de bénéfices. Les bénéfices et payer chose. Donc il y a des systèmes pour accroître par exemple les rémunérations des boss, des trucs des expatriés. Donc du coup, quand on voit le résultat final de la société, le résultat est minime. Donc on s'appuie sur par exemple le chiffre d'affaires pour leur déterminer l'impôt à payer. Du coup, c'est le minimum d'impôt qu'elle paye, au lieu de payer les vrais impôts. Parce qu'ils ont des branches partout, même dans les îles Caraïbes. Vous prenez par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez par exemple la BB. La BB peut prendre un conteneur de la Côte d'Ivoire, transporté par une compagnie, c'est leur compagnie, qui va jusqu'aux îles quelque part, et puis ça revient, mais c'est facturé, quoi. Vous comprenez? Donc du coup, à la fin, ces charges augmentent, et ces charges diminuent le bénéfice. Donc pendant ce temps, le bénéfice est expatrié. Vous prenez prendre une société, par exemple, qui commande du clinker de l'extérieur. Vous allez prendre 2 sociétés, comparer leur facture de clinker, 45 000 tonnes, 45 000 tonnes. Vous allez voir que le prix est élevé, l'autre, le prix est moindre. Peut-être que c'est elle qui a fait une bonne affaire d'achat, par exemple, de la matière première. L'autre, déjà, avec son prix multiplié par 2, parce qu'ils ont un comptoir à Paris ou dans les îles quelque part, ils ont déjà leur bénéfice là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il y a un système de détournement qui est international, tout ça là qui est instauré. Du coup, à la fin, les gens n'ont pas la valeur sur laquelle payer le véritable
impôts. Mais ce qu'il dit là, ça relève aujourd'hui, ça relève de l'évasion fiscale. Mais c'est de l'évasion C'est de fiscale. fiscale. Mais nous, Campagne Express, dans un numéro, je crois, de janvier, janvier 2023, je crois, avant notre sanction, le dernier numéro, on a décrit les différentes formes de corruption dedans. C'est-à-dire en parle très souvent aussi, depuis des années. Ah bien, le sujet devient intéressant, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Et finalement, les entreprises parapubliques, elles contribuent aussi véritablement donc, à l'assiette fiscale du Togo. Mais vous savez, nous avons des systèmes... Je prends Togocom. Togocom, c'est vrai. Mais on parle de partenariat public-privé. Oui. Le pays aussi a sa part dedans, vous comprenez? Oui, bien sûr. Ces actions. L'actionnaire majoritaire. Mais là, voilà. Et à la fin, quand on fait tout ça, là, est-ce que le pays va accepter aussi payer des impôts? Non. Le pays doit payer les impôts paie les impôts sur les résultats. Il y a beaucoup de choses autour du port et de l'aéroport qui engrangent des milliards. Donc, mais ce qui se fait, c'est que ces entreprises sont gérées comme des épiceries. Voilà. C'est-à-dire, vous comme une entreprise privée, personnelle à quelqu'un. Vous avez des entreprises comme Togocom. Quand vous voyez, elles ont encore des voitures de l'État, RTG. Vous voyez, le port a encore des RTG. Oui. Mais normalement, dans l'esprit de la création du guichet unique, les recettes de ces structures devaient aller au guichet unique. Donc, chaque société, au trésor public, chaque société devrait être, comment on appelle ça, devait avoir une subvention, comme je prends la TVT, qui a une subvention pour rouler. Les recettes de la TVT sont versées directement au trésor, puisque c'est un agent des finances qui est détaché. Donc, du coup, c'est à la fin de l'année qu'on leur fait une ristourne par rapport à ce qui a été fait. Ça devait être le même format. Même on n'a même pas besoin de créer, disons, ce guichet unique, parce que nous-mêmes, on pouvait le faire, puisque nous avions déjà un système performant qu'utilisait la douane, le Sidonia plus, et donc, nous avons failli à plusieurs endroits parce que à chaque instant, il y a des réseaux. Si on met tout ça là-bas, on aura plus de choses. Donc, les sociétés sont gérées et le directeur fait les dépenses, même les dépenses extra-budgétaires, et à la fin des comptes, il n'y a pas de choses. Vous parlez de la TVT tout à l'heure. Hier, on sait qu'il y a quand même des mouvements à la TVT, à Radio Lomé également. Notre confrère Gerson de vous n'est plus à la télévision togolaise. Il est maintenant nommé rédacteur en chef de Radio Lomé. Alors, il y a eu encore quelques mouvements, c'est ce que nous apprenons, mais la question se pose aussi au niveau de Togo. Mais pourquoi là-bas ça ne bouge jamais? Il faut demander à Assis, le tout-puissant. Ou à la ministre aussi. Mais est-ce que la ministre... Puisque c'est elle la patronne. Elle a la capacité de faire bouger Assis. Comment ça? Non, mais les gens, ça n'a jamais marché. Qu'Assis soit là-bas ou pas, là n'est pas le problème, mais c'est la qualité même de la prestation. Du travail. Notre quotidien, ben, ça me fait honte. Allez dans les pays de la sous-région, voyez le quotidien national. D'abord le contenu. Le contenu de Togo Presse, c'est quoi? Avis de dessert. Avis de dessert. On ne va pas aussi exagérer. Les reportages. Très bon reportage. De très bons reportages. Quel sujet de fond ils traitent? Bon. Ils font des comptes rendus. Mais l'actualité, ce sont les comptes rendus ici. Vous voulez que Togo Presse fasse quoi? Un avis d'opinion? Du factuel? Non, mais ce sont les comptes rendus. Allez lire la presse privée même est dans le compte rendu. Non, pas forcément. Du quotidien national. Pas forcément. Allez lire les autres quotidiens. Il y a des sujets d'analyse. Quand vous lisez, même si ce n'est pas contre le pouvoir, mais on analyse, tu sens qu'il y a le journaliste qui porte son regard critique vis-à-vis de la gestion. Et c'est important. C'est important. Mais qui va oser le faire à Togo Presse? Les gens ont des compétences. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas les compétences qui manquent en avant. C'est pas les compétences qui manquent. Il y en a plein. Vous nous souvenez dans les années 92. Ils apprennent même.
Après le 92, et lors de la conférence Action souveraine, vous avez vu la production que Togo Presse faisait. Avant, c'était Nouvelle Marche. Oui, c'est ça. Après Nouvelle Marche, vous avez vu, c'était des articles de bonne facture. Aujourd'hui, personne ne le fait. Donc c'est ainsi qu'il y a le problème. Si adviendra un jour, on peut lui demander, vous êtes... Il doit être dans les 80. Hein. Oui, il a fait déjà plus de 15 ans de retraite. Ah, il a la retraite depuis 15 ans déjà. Oui, 15 ans. D'accord, très bien. Chose que il n'y a aucune immigration là-bas. Je ne sais pas ce qu'on pense à Charles sur le sujet. On peut déjà, je ne sais pas s'il faut féliciter notre confrère Gerson Deveau, qui est rédacteur en chef de Radio Lomé aujourd'hui. Est-ce une promotion ou un garage? C'est ce qu'on a. C'est l'interrogation aujourd'hui. Non, écoutez, c'est une promotion. Est-ce une promotion? Il était même rédacteur en chef à la TVT. Oui, exactement. Mais certes, il a fait certaines radios. Il a fait la radio avant. Il a fait la radio, il a fait la presse écrite. Oui. Mais il a plus de compétences à faire valoir à la télévision que d'aller dans un garage. Il est le meilleur présentateur de journaux. Oui, un très bon présentateur. J'étais à la TVT. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a cherché sous l'autre là? Et notre ami, le directeur par intérim. De l'activité de Radio Lomé. Radio Lomé, oui. J'oublie son nom un peu. Il est allé au garage. Ah, pour vous, c'est au garage. Dans l'administration, c'est une promotion. et après? Ah, ben il va évoluer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire à deux de John Taku? Oui, Francisco, juste un mot rapide et puis... Oui, en fait, ce bouleversement, sincèrement, personnellement, je n'ai pas compris. Parce qu'on prend quelqu'un radio, hein, par exemple, le docteur Tchakibara, c'est un produit radio, très bon à Radio Lomé. Il y a à peine 2 ans qu'il a pris la rédaction. On l'a mis aussi. C'est lui qui est parti à la TV, c'est lui qui est parti à Gerson. Oui, c'est lui que Gerson est venu remplacer. J'aurais préféré qu'on mette Chakibara. Et Chakibara, c'est lui, Chakibara. Oui. Il est où maintenant? Non, il va à la TVT à la place de Gerson. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on aurait pu lui le nommer directeur de Radio Lomé. Bon, et puis bon, Gerson peut encore évoluer là-bas. Ben, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que madame a voulu faire. Mais c'est là où on l'attend le plus. Hein. Il y a aussi au niveau de Atop et au niveau de Eddie Togo, comme il vient de le dire. Elle a commencé des visites, mais je crois qu'elle n'est pas encore allée à l'Eddie Togo. Je ne sais pas si elle a pas... Qui va maintenant animer l'émission Vision et que Chakbera... Voilà. Donc, c'est une cassure en quelque sorte. Mais vous voyez, quand vous prenez l'Eddie Togo, normalement, l'entreprise même n'existe plus. Vous prenez par exemple le conseil d'administration de, je crois, 9 membres. Peut-être à peine 2 membres sont encore vivants. Ouais, les autres sont morts? Il y en a qui sont morts, qui sont malades. Oui, si je remonte dans la documentation, même on a fait même un article là-dessus. Lorsque les confrères avaient été chassés, on a fait un article là-dessus. Donc le conseil d'administration pour une société anonyme d'État se réduit de 9 d'être à peut-être 2 personnes. Ça veut dire que le directeur n'est plus contrôlé pendant plus de 10 ans. C'est énorme aussi. Mais cette société prend, c'est-à-dire que ce directeur prend, disons, le droit de renvoyer 11 délégués du personnel. Et personne n'a dit mot. C'est même illégal. Puisqu'il n'est pas habilité, n'est-ce pas, à le faire. Cette décision est illégale. Voilà la société qui ne marche pas. Le personnel, pratiquement, quand vous prenez les télévisions d'État, radio, tout, le personnel est presque au quart aujourd'hui. Alors que on doit, c'est national, c'est ce qui nous rassemble. On doit avoir des productions. Le directeur EP, avant son départ, moi je l'ai rencontré, il avait des idées. Pourquoi ne pas avoir des chaînes, c'est-à-dire tout comme New World,
a des chaînes New World Info, New World Shows, mais des chaînes dédiées au cinéma togolais. Il y a des jeunes sur le terrain, des chaînes dédiées à la langue nationale. Il faut une réforme. Une réforme. Mais ce monsieur a dit, il n'ajoute pas une seconde à sa retraite et il a exécuté. Pendant que d'autres font plus de 15 ans, 18 ans de retraite à leur poste, alors que l'entreprise n'est pas performante. Si vous voulez, on pourra revenir un autre jour donc, sur ce que vous m'en parlez. Je voulais vous écouter rapidement sur un sujet, avant de donner la parole aux auditeurs, sur le fichier électoral. Vous savez que ça va encore alimenter les débats dans les jours à venir, puisque d'ailleurs la DMP organise une conférence de presse cet après-midi au siège de la CDPA sur le sujet. L'OIF est venu chez nous le mois passé et a donc certifié le fichier électoral. Le président de la CENI a communiqué là-dessus lundi dernier. C'est bon, le fichier est bon. Nous avons, s'il y a élection demain, c'est 4 200 000 Togolais qui iront donc aux élections pour choisir donc, le député, le sénateur, le président de la République en 2025. Quoi. On dit que le fichier est bon. C'est cocasse. J'ai été invité à ce point de presse. Le temps qu'on arrive, on a dit que c'est déjà terminé. J'ai dit, mais est-ce qu'on a un support? Il n'y a pas de support. Aucun support pour nous permettre de faire le travail. Mais il ne fallait pas être en retard sur ce... Non, même si j'ai été en retard, au moins il y aura un support. Comme ça, on va avoir un support pour nous permettre de faire le travail. Bien sûr. Je suis allé aux informateurs du Coran, il n'y a pas de support. Et même la direction de la communication, ou la société de communication, a été appelée au pied levé. Ah bon? Pour organiser cette comédie. Comment les experts de l'OIF viennent, personne n'est au courant. Ils ont fait le travail et c'est le jour qu'ils veulent partir qu'ils ont fait la restitution sans aucun document. Pire, vous vous souvenez que après le recensement au pas de charge qui a été décrié, mais la CENI était revenue dire que bon, ils ont fait l'appurement de fichiers, ils ont retrouvé 4 200 000 et quelques. Vous avez avancé un chiffre aujourd'hui, ça m'étonne. Le ministère est venu, nous a annoncé 4 400 000 et quelques. Où est-ce qu'ils ont trouvé les 200 pour ajouter? Mais j'arrive pas à comprendre. Et moi, je fais juste allusion au communiqué que la CENI nous a envoyé. Donc, mais ce qui a été dit là, c'est 4 400 000 et quelques. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas faire le travail. Si c'est qui nous avait donné un support, on peut soutenir ce que nous avançons aujourd'hui. Mais si vous fouillez dans des journaux, les gens ont avancé les chiffres là. Si aujourd'hui il y a rétropétalage pour dire que c'est 4 200 000, tant mieux. Tout le problème réside où? C'est l'échec du recensement général de l'habitat qui donne cette impression. Et ils mettent en avant que il y a le Togo a fait un bon qualitatif parce que 54% des recensés sont des femmes et que les hommes représentent sont moins qu'il fallait suivre ça. Écoutez, quelles sont ces âneries-là? Bon, moi, le communiqué de la CENI fait état de total d'électeurs du fichier électoral définitif 4 203 711 Togolais. C'est ce que nous avaient annoncé. Oui. Quand ils avaient fait oui, ça c'est moi je parle de ce qu'ils ont annoncé. Oui. Ils disent quand ils ont fait le recensement, les Togolais qui ont été recensés, c'était 4 432. Oui. Après ils ont fait radier certains du fichier électoral. Et ceux-là qui ont été radiés tournent autour de 129 225. Bon, voilà. Pour l'OIF. Non, là c'est la CENI qui communique. Oui, pour l'OIF, les experts, quels chiffres ils avancent? Oui, ils ont avancé des chiffres. Bon, voilà. Bon, Acha Ibrahim, rapidement, et puis on donne la parole aux auditeurs. Donc pour le fichier, vous savez qu'il y a eu un problème. Les faits sont vraiment têtus, il faut qu'on les rappelle, parce que jusqu'à la fin du recensement dans la zone 1, il y avait eu un problème parce qu'il y avait
de file d'attente, les gens étaient là, mais ils n'ont pas pu se faire enrôler. Et du coup, ça a créé une polémique dans le pays. Donc, dans la zone 2, 3, ça a été fait aussi. Bon, là-bas, on n'a pas senti trop de problèmes. Donc, à la fin, maintenant, il y a le fichier provisoire qui a été conçu après les exercices d'épuration et tout ça là, d'appurement et autres. Donc finalement ils ont retenu un chiffre, mais le chiffre qui a été retenu ne faisait pas l'unanimité, il n'y avait pas consensus autour de cela, parce que les formations politiques aussi estimaient que ce n'est pas encore ça. Et donc pour trancher, il fallait faire appel à une institution neutre. Et je pense que c'est ça, on parle d'audit externe du fichier électoral. Donc l'OIF est venu, et ce n'est pas la première fois que l'OIF vient consolider notre fichier électoral. Vous savez que lors de la présidentielle aussi de 2015, si j'ai bonne mémoire, il y avait eu aussi un problème comme ça. L'OIF était venu consolider, donc c'est à la suite de ça que les acteurs politiques sont tombés sur... il y a eu un consensus autour de... Mais on peut y aller. Ils sont allés à cette élection. Donc cette fois-ci, il y a encore un problème, parce que ça ne fait pas l'unanimité. Donc l'OIF est venu, et les experts sont venus. On nous a parlé des statisticiens qui font partie de la commission. Personne n'a encore parlé quand l'OIF est arrivé. Il n'y a pas eu de contestation. Les gens ont appris quand même que l'OIF est en train de faire un travail d'audit. Parce qu'on a écouté les partis politiques de l'opposition, ils disent mais ils savent pas. Il y a même des entités au sein de la CENI qui ne savent pas que l'OIF est arrivé. Parce que l'OIF n'est pas arrivé hier. Quand on lui communique de la CENI, l'OIF est venu depuis. L'OIF est arrivé au mois d'octobre. C'est-à-dire du 20 au 27 octobre. Elle travaillait en catimini? Non, pas en catimini. Mais comment et les organes de la CENI sont informés. Donc l'OIF est venu travailler. Il y a eu un audit. Donc à la fin de ça, à la fin de ce travail-là, on a donné un résultat et on trouve que le fichier est fiable. Vous comprenez? Et bon, c'est de grands experts, selon ce qu'on nous a dit. Des statisticiens qui sont dedans, des démographes qui sont dedans, des gens qui s'y connaissent en matière de fichier électoral. Donc c'est à la suite de ce travail-là ils ont en tout cas conclu que le fichier est fiable et autres. Et bon, quand on parle de la participation des femmes, la participation politique des femmes, tout ça là, donc sur le fichier électoral, c'est bien, parce que quand vous prenez un peu le recensement qui a été fait, c'est bien connu que les femmes sont en surnombre. Oui. Les femmes nous dépassent par rapport aux hommes. Les femmes sont en nombre très élevé. Donc le fichier aussi, ça ne devait pas surprendre. Ce n'est pas ça une participation politique, à mon sens. D'accord. Parce que la participation politique, ça se voit au niveau des échelons de décision. On suivra tout ça. Francisco, rapidement. Oui, moi je pense que le jour qu'ils vont confier l'expertise là, Olympio, comment il s'appelle Alberto Olympio, comme nous verra son avis, on va juger de la fiabilité. Un auditeur vient de nous rectifier un peu. Sinon, c'est 3 membres sur les 9 qui restent au niveau du conseil d'administration de Editogo. Et c'est depuis des années, alors que normalement la loi dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. La loi le mois. Voilà, c'est inscrit. D'accord. Donc pour 280 agents, il n'y a même pas de délégué de personnel. Bon. C'est extrêmement, c'est grave. C'est une précision. Oui, bon, maintenant, sur le fichier, rapidement. Sur le fichier, moi je me suis déjà prononcé. Donc, Nathaniel et Alberto Olympio. Moi, la question que je me pose. On vous a écouté, je voudrais qu'on écoute au moins un auditeur. Oui, la question que je me pose. On a fait le recensement électoral en juin. Je me trompe. Oui, c'est en juin. Bon. Alors, en avril. Oui, on a clôturé en juin. Bon, de juin à décembre, ça fait 6 mois. Bon, à la veille ou à un scrutin là. Avril à juin. Oui. Est-ce qu'on va encore faire une révision de la liste qu'on n'a jamais testée dans les opérations? Parce que moi j'ai fait une formation bridge sur les élections. Vous ne pouvez pas faire un recensement sans aller à une élection et ouvrir en même temps
un chapeau, comment dirais-je, Parce que la révision de la liste. En 2024, ceux qui ne sont pas inscrits, il y a des enfants qui auront 18 ans. 18 ans. Et qui ne voteront pas. Qui ne voteront Parce pas. qu'on n'a pas voté au temps idéal. Idéal, mais c'est ça la Merci question que je beaucoup. me pose. On va écouter au moins un auditeur parce que